Bonjour à tous mes élèves de spécialité. On se retrouve dans cette vidéo pour effectuer la correction des exercices que vous aviez à faire pour aujourd'hui. Donc c'était des exercices d'entraînement sur la notion qu'on est en train de voir en ce moment, à savoir la notion de force et le lien entre la force et la modification de la trajectoire d'un objet. Et notamment on a vu que la force elle influait sur la modification de ce qu'on appelle le vecteur variation de vitesse, qui est un vecteur qu'on note par un delta, delta V, variation de vitesse, qui est en fait une différence entre la vitesse à un instant, comment expliquer, un instant un petit peu après, et la vitesse à l'instant t. C'est pas très clair tel que je le dis là, donc je vous invite à revoir plutôt le cours que j'ai fait, la correction de l'activité qu'on a fait la semaine dernière. Donc vous avez des exercices d'entraînement là-dessus, on va les corriger ensemble. Donc on va commencer par les 6 exercices qu'il y avait sur cette page, donc les exercices 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc on y va, exercice 5. Un palais de curling glisse selon une trajectoire rectiligne sans perdre de vitesse. Quelle force s'exerce sur le palais? C'est la question 1. Et que peut-on dire de la résultante des forces? C'est la question 2. Déjà, je vous l'ai déjà dit quand on était en cours, lorsque vous avez un exercice de mécanique, parce que là ce dont on a à faire c'est un exercice de mécanique, ça veut dire qu'on étudie le mouvement des objets et les forces qui s'exercent sur ceux-ci, je vous avais dit, première chose à faire avant même de lire les questions, c'est effectuer un schéma qui représente le système et qui schématise les différentes forces, vitesses qui rentrent en jeu. Donc ici, on a un palais de curling qui glisse sans perte de vitesse. Donc on y va. Schématisons la situation. On a un palais de curling et en dessous, j'ai mis un petit trait orange pour symboliser le sol. Donc on commence toujours par schématiser la situation. Ensuite, on représente le centre du palais de curling, parce que c'est sur le centre que va s'exercer un certain nombre des forces, notamment le poids. Vous savez que le poids, il s'exerce sur tous les objets qui ont une masse, et pour représenter le vecteur poids, on part toujours du centre de l'objet. Alors depuis le début, je parle de centre de l'objet. En fait, il faudrait être un petit peu plus précis. Centre de l'objet, c'est un terme qui n'est pas très bien défini. En physique, on parle de centre de gravité. Donc ici, le centre de l'objet, c'est le centre de gravité. Et on le note G parce que justement, c'est ce qu'on appelle le centre de gravité. Okay, c'est une notion un peu compliquée, la notion de centre de gravité. Le centre de gravité est très souvent placé au centre de l'objet, mais ce n'est pas toujours le cas. Ça dépend de la répartition de la masse dans l'objet. Dites-vous que le centre de l'objet que vous représentez, c'est ce qu'on appelle en physique la plupart du temps le centre de gravité, et il est très souvent noté par un grand G. Donc j'ai mis le centre de gravité du palais. Ensuite, on représente les forces qui s'exercent dessus, donc celle dont je viens de parler, le poids, qui part du centre de l'objet qui va vers le bas. Ici, il n'y a pas d'échelle à considérer, puisque à aucun moment ici on vous donne la masse du palais, et à aucun moment on vous demande de représenter les vecteurs à l'échelle. Donc ici, j'ai fait juste un vecteur qui est dirigé vers le bas, qui est vertical dirigé vers le bas, qui correspond au poids. Mais attention, il y a également un deuxième vecteur, qui est le vecteur réaction du support, qu'on note grand R, qui lui part de la surface entre le palais et le sol et qui lui va vers le haut. Je rappelle que la réaction du support, ce qu'elle a pour effet, c'est de contrebalancer l'effet du poids. Je rappelle que s'il n'y avait pas de réaction du support, le palais se dirigerait vers le bas, il descendrait. Okay, donc pour montrer, mettre en évidence que lorsqu'un objet, typiquement le palais, est posé sur la glace et qu'il ne traverse pas la glace, pour montrer qu'il ne traverse pas la glace, qu'il ne descend pas, et ben on dit que le sol effectue une action sur le palais, une force qui est dirigée vers le haut dans le sens opposé du poids et qui s'oppose au poids, de telle sorte à ce que la résultante et le poids, toutes ces deux forces, elles ont la même norme, mais elles ont des sens opposés, donc du coup elles s'annulent mutuellement et le palais ne se déplace pas. Alors, il ne se déplace pas selon l'axe vertical. Ici, en l'occurrence, le palais est quand même en mouvement. Typiquement, on peut imaginer que là, il va vers la droite. Et comme il est sans variation de vitesse, on va déjà finir de répondre à la question. Donc les deux forces qui apparaissent sont le poids et la réaction du support. Et donc je disais, comme le palais est sans vitesse, sans variation de vitesse, il va toujours à la même vitesse, c'est écrit ici, la trajectoire, le palais glisse selon une trajectoire rectiligne sans perdre de vitesse. S'il ne perd pas de vitesse, ça veut dire que la variation de vitesse
vaut 0. Et si le vecteur variation de vitesse vaut 0, ça veut dire que la résultante des forces vaut 0. Elle est nulle. La résultante des forces, je rappelle, c'est la somme des forces. Attention, quand je dis la somme des forces, ce n'est pas la somme des normes des forces. Okay, c'est la somme des vecteurs forces. Par exemple ici, regardez le poids dirigé vers le bas et la résultante dirigée vers le haut. Elles ont toutes les deux la même norme, ça veut dire qu'elles ont toutes les deux la même valeur en newton, pour se compenser mutuellement, mais il y en a une qui est dirigée vers le haut et l'autre vers le bas. Et donc du coup, elles s'annulent mutuellement. Et dans ce cas-là, la somme des vecteurs, c'est le vecteur nul. En fait, comment le voir? Il suffit de tracer le vecteur P, puis de faire P plus le vecteur R, comme ce que vous avez appris en maths, et de regarder le vecteur résultant, et vous verrez que le vecteur résultant, il vaut 0. C'est un vecteur qui n'a pas bougé, qui a une norme qui vaut 0. Okay, donc là, la résultante, elle est nulle parce que le poids et la réaction du support s'annulent mutuellement. Donc là, c'était l'exercice 5. Ensuite, exercice 6. Un enfant laisse tomber une bille en verre verticalement, on néglige l'action de l'air sur la bille. Donc on va imaginer qu'il n'y a pas de frottement avec l'air. Quelle force s'exerce sur la bille, données ses caractéristiques? Donc on y va. Donc déjà, comme avant, on schématise la situation. On a une bille, on représente le centre de gravité de la bille, et on vous dit que, en fait, la bille est en train de chuter dans l'air. Donc du coup, elle est soumise au poids, le poids l'attire vers le bas, mais là, il n'y a pas de réaction du support, puisque la bille est en train de tomber. Elle n'a pas encore touché le sol ne peut pas s'opposer au poids de la bille. Et donc du coup, comme il n'y a que le poids qui est dirigé vers le bas, qu'est-ce qui va se passer? Alors on va déjà conclure. La seule force qui s'exerce sur la bille est le poids. Le vecteur poids P a pour origine le centre de la balle, de la bille, et est vertical dirigé vers le bas. Sa norme est égale à m bille fois g. Donc la masse de la bille fois l'intensité de pesanteur. Je rappelle, P égale m fois g. Ça, vous l'avez déjà vu. Et donc du coup, question 2, donner la direction et le sens du vecteur variation de vitesse, étant donné que la seule force qui s'exerce sur la bille, c'est le poids. Et on sait que le vecteur variation de vitesse est collinéaire à la résultante des forces, donc à la somme des forces. Ici, comme il n'y a qu'une seule force, la somme des forces, c'est le poids P. Et donc du coup, le vecteur variation de vitesse, il sera collinéaire, ça veut dire qu'il aura le même sens et la même direction que le poids P. Donc on peut dire, le vecteur variation de vitesse a le même sens et la même direction que la résultante des forces qui s'exercent sur la bille, attention, pas la fille, la bille. Autrement dit ici, le poids P. Donc le vecteur variation de vitesse, je ne l'ai pas représenté, mais on aurait pu faire un petit vecteur dirigé vers le bas. Et on aurait pu le nommer delta V pour variation de vitesse. Okay, je rappelle, je l'ai répété plusieurs fois déjà, mais la résultante des forces, c'est la somme des forces qui s'exercent sur l'objet. Ici, il n'y a qu'une seule force, le poids P, donc c'est elle la résultante des forces, puisqu'elle est toute seule. Alors qu'avant, la résultante des forces, c'était P plus R et ça valait 0. Ok, donc exercice 6, c'est bon. Donc, exercice 7. Donc ici, on vous présente la situation suivante. On vous dit, un électron se trouve dans un champ électrique E horizontal. Première question, quelle force s'applique sur l'électron? Donc déjà, première chose, on schématise la situation. Donc on a notre électron. Cet électron, il baigne dans un champ électrique E horizontal. Donc ici, on ne vous précise pas s'il va vers la droite ou vers la gauche. Donc moi, je l'ai fait aller vers la droite, mais vous avez très bien pu choisir de le faire aller vers la gauche. Ici, c'est vous qui choisissez. Ce n'est pas précisé dans l'énoncé. Donc l'électron, quelle force il subit? Eh bien déjà, il va subir une force électrique Fe. Cette force électrique, elle va aller dans le sens opposé du champ électrique E, car l'électron a une charge négative. Vous vous rappelez? Tout objet qui possède une charge électrique, lorsqu'il est dans un champ électrique, il subit une force Fe, et on va revoir la formule juste après, mais si vous vous rappelez bien, on a vu ça dans un chapitre précédent, que la force électrique, c'était égal à la charge Q fois le champ électrique E. F égale Q fois E. Donc, et la deuxième force, bien sûr, qui s'exerce sur l'électron, c'est son poids, qui a exactement les mêmes caractéristiques que l'exercice d'avant, donc vers le bas. Donc on peut noter, il y a deux forces qui s'exercent sur l'électron. La première est le poids, qui a les mêmes caractéristiques que dans l'exercice précédent. Donc on ne va pas rentrer dans le détail. La seconde est la force électrique. Le vecteur force électrique Fe a pour origine le centre de la balle, à la même direction que le vecteur champ électrique E, donc on voit bien que Fe et E ont la même direction, ça veut dire qu'ils sont tous les deux horizontaux,
mais ils ont un sens opposé, étant donné que la charge électrique de l'électron, qui est négative. Sa norme, donc la norme du vecteur FE, c'est égal à petit e fois E. Pourquoi? Petit e, c'est la charge de l'électron, la charge élémentaire. E, c'est la valeur du champ électrique. Et on se rappelle de la formule, FE est égal à Q fois E. Et en fait, on remplace simplement Q, donc la charge de l'objet, par petit e, qui est la charge de l'électron. Ok, ça fait bien E fois grand E, ce que j'ai écrit ici. Ok? Donc ça, c'est la situation du grand 7. Question 2, d'après la deuxième loi de Newton, donnez les caractéristiques du vecteur variation de vitesse. Donc dans ce cas-là, le vecteur variation de vitesse, pour rappel, il est collinéaire à la résultante des forces. La résultante des forces, c'est quoi? C'est la somme des forces qui s'exercent sur un objet. Ici, sur l'électron, il y a deux forces qui s'exercent, la force électrique et le poids. Donc on a la force électrique, on a le poids vers le bas, et donc la résultante des forces, ça va être la somme des deux. Donc ça va être force électrique plus poids. Et donc du coup, vous voyez là le bout de ma flèche, le bout de mon curseur, c'est ici que va s'arrêter le vecteur résultante. Donc ça va être un vecteur qui va partir de l'origine et qui va aller en diagonale jusque là. Ça va être bien la somme des deux vecteurs force, FE et P. Il va être, hop, comme ceci. Je l'ai appelé RES, donc pour résultante, avec un tiret au-dessus pour montrer que c'est un vecteur. Donc c'est le vecteur résultante des forces. Le vecteur variation de vitesse a le même sens et la même direction que la résultante des forces qui s'exercent sur la bille, autrement dit ici que le vecteur RES. Ok? Donc ça, c'est le vecteur variation, ça c'est le vecteur résultant des forces, et le vecteur variation de vitesse, il aura les mêmes caractéristiques, il sera collinéaire au vecteur RES. Exercice 8. Lors de l'ouverture du parachute, le parachutiste décélère. Donc là, on s'intéresse à un parachutiste qui vient d'ouvrir son parachute et donc du coup sa vitesse diminue. Quelles sont les caractéristiques du vecteur variation de vitesse? Alors, schématisons la situation. On a un parachutiste. Le parachutiste, il est en train de tomber. Donc en fait, là, ce que j'ai représenté, c'est pas la force qui s'exerce sur le parachutiste, mais c'est sa vitesse. La vitesse au moment où il est en train de tomber. Donc je l'ai appelé VT, la vitesse à l'instant T. Donc à un certain instant. Okay. Ensuite, on se demande quelles sont les caractéristiques du vecteur variation de vitesse, sachant que le parachutiste est en train de décélérer. Alors, ici, il va y avoir deux possibilités pour le vecteur vitesse à un instant un peu après. Imaginons par exemple après une seconde. Donc là, il a cette vitesse-là. Et si on attend une seconde de plus, quelle vitesse il va avoir? Est-ce qu'il va avoir une vitesse plutôt comme ça veut dire un vecteur vitesse plus grand? Ou est-ce qu'il va avoir un vecteur vitesse plutôt comme ça veut dire un vecteur vitesse plus petit? Alors ici, on nous dit le parachutiste décélère. Ça veut dire qu'il va de moins en moins vite. Et donc du coup, la bonne réponse, ça va être ce vecteur vitesse-là. Okay? Dans ce cas-là, le parachutiste serait en train d'accélérer, puisque sa vitesse augmente. Okay? Donc du coup, on dit, s'il décélère, alors le vecteur vitesse sera plus petit au fur et à mesure. Donc du coup, ce qu'il faut considérer, c'est bien le vecteur vitesse, celui-là, qui est le même que celui-là, et ensuite le vecteur vitesse v de t plus 1, ça veut dire le vecteur vitesse à un instant ultérieur, qui est plus petit que le vecteur vitesse à l'instant t. Ok. Or, on a vu dans l'activité précédente que le vecteur delta v, donc le vecteur variation de vitesse delta v de t, c'est le vecteur vitesse à l'instant t plus 1, moins le vecteur vitesse à l'instant t. Et là, on a tout ce qu'il faut. Donc on y va. Déjà, on nous dit que le vecteur vitesse delta v de t, c'est v de t plus 1. Donc j'ai représenté v de t plus 1 en bleu, c'est exactement le même que celui-là en fait. Je l'ai re-représenté. Ensuite, c'est moins v de t. Alors comment est-ce qu'on fait moins v de t? Eh bien, on trace le vecteur v de t plus 1 là, et pour faire moins v de t, au bout de ce vecteur-là, on va retracer le vecteur v de t, mais dans l'autre sens. Pourquoi dans l'autre sens? C'est parce qu'il y a un moins ici. Le moins, ça veut dire tracer dans l'autre sens. Donc je vais tracer le vecteur v de t en jaune dans l'autre sens. Le vecteur jaune, là, c'est exactement le même que le noir ici, mais dans l'autre sens. Okay? D'ailleurs, j'aurais dû mettre un moins ici. Donc on a fait v de t plus 1 moins v de t. Et donc du coup, maintenant ce qu'on obtient, c'est que en partant de l'origine, là où on est parti au début, jusqu'au bout, après avoir additionné ou soustrait les deux vecteurs, et ben, ce nouveau vecteur résultant, c'est le vecteur delta v de t. Donc je recommence. Delta v de t, c'est vt plus 1 moins v de t. Donc d'abord, je trace v de t plus 1. Ensuite, je fais moins v de t, c'est-à-dire que je trace au bout v de t dans l'autre sens.
Et maintenant, on a l'origine qui était ici, pour rappel, on a l'extrémité qui se trouve ici, et ben ce nouveau vecteur résultant, c'est le vecteur delta v de t. Ok ? Donc du coup, on peut dire qu'on voit que le vecteur delta v de t, il est vertical et dirigé vers le haut. Le vecteur delta v de t, vous voyez qu'il s'oppose à la vitesse, il est dans le sens opposé à la vitesse du parachutiste. Et en fait, ça c'est une règle assez générale. Si le vecteur delta v est dans le sens opposé de la vitesse, ça veut dire que vous êtes en train de freiner. Et si le vecteur delta v de t est dans le même sens que la vitesse, imaginons que là il avait été vers le bas, ça veut dire que vous êtes en train d'accélérer. Okay, donc là, comme il décélère, c'est normal que le vecteur delta v de t soit dirigé vers le haut. Ok. Question 2. En déduire la direction et le sens de la résultante des forces qui s'appliquent sur le système parachutiste plus parachute. Alors comme le vecteur delta v est dirigé vers le haut, eh ben, on en déduit que la résultante des forces sera également dirigée vers le haut. C'est ce qu'on a vu, hein. La résultante des forces et le vecteur variation de vitesse sont collinéaires. Donc du coup, les forces, la résultante des forces, que j'ai appelé F ici, j'aurais pu l'appeler res comme tout à l'heure, eh ben, elle est dirigée vers le haut. On ne connaît pas sa norme, hein, on ne sait pas combien ça vaut, mais on sait que c'est dirigé vers le haut puisqu'on sait que c'est collinéaire au vecteur variation de force. Ok ? Donc ça c'était l'exercice 8. Ensuite, exercice 9. Sur un forum du jeu vidéo Mario Kart, on lit que Toad, le champignon, est plus facile à diriger que Donkey Kong, le gorille. Donc on a Donkey Kong qui est ici, on a Toad qui est là. Et on lit sur le forum que Toad est beaucoup plus facile à diriger que Donkey Kong. Alors ici, on n'a pas toutes les billes physiques pour y répondre, mais on peut réfléchir un petit peu. Et le sens commun nous dirait que, pour expliquer que Toad est plus facile à diriger que Donkey Kong, il faut se souvenir que Toad, lui, hein, celui-là, hein, est beaucoup plus léger que Donkey Kong. Et il est donc beaucoup plus facile à mettre en mouvement. C'est assez logique de se dire que plus un objet est léger, plus il est maniable, plus il est facile à mettre en mouvement. Imaginez que vous avez devant vous deux sphères qui font 1 mètre de rayon, 1 mètre de diamètre, donc deux grosses sphères. Une qui est en plomb, très lourd, et une qui est un ballon gonflé. Et bien vous doutez bien que le ballon gonflé il sera beaucoup plus facile à mettre en mouvement en le poussant dessus que la bille en plomb. Donc plus un objet est lourd, plus il est difficile à mettre en mouvement, et ça explique pourquoi Donkey Kong est plus difficile à manœuvrer que Toad. Et il y a une explication physique qu'on verra dans l'activité qui va suivre, qui est liée directement à la deuxième loi de Newton, parce qu'en fait, on ne l'a pas dit jusqu'à présent, mais le lien entre le vecteur variation de vitesse et le vecteur résultante des forces, c'est la masse, justement. On verra ça dans l'activité qui suit. Donc ça, c'est l'exercice 9. Ensuite, exercice 10. Vecteur variation de vitesse. On nous dit, on a représenté les positions successivement occupées par un système à intervalles de temps réguliers. Dans chaque cas, choisir la bonne proposition et justifier. Donc on a en fait cette image-là, hop, vous voyez cette image-là que j'ai mis à droite, où on a en fait à chaque fois, dans chaque cas, 2 propositions pour le vecteur variation de vitesse correspondant à la même trajectoire. Donc dans le cas 1, vous voyez qu'on a ici les positions successives de l'objet qu'on considère. Et on se demande, est-ce que l'objet est en train d'accélérer ou est-ce qu'il est en train de freiner? Donc en fait, il faut bien se rappeler que entre chaque point jaune ici, l'intervalle de temps est toujours le même. Par exemple, il y a 1 seconde entre chaque point jaune, ou entre chaque point bleu, de toute façon c'est la même trajectoire. Okay, donc imaginons que c'est 1 seconde par exemple. Donc on voit qu'au début, en 1 seconde, l'objet il a parcouru une petite distance. Ensuite, la seconde d'après, il a parcouru une plus grande distance. Et la seconde d'après, il a parcouru une encore plus grande distance. Donc là, l'objet, qu'est-ce qu'il est en train de faire? À chaque fois, par seconde, il va de plus en plus loin. Autrement dit, il va de plus en plus vite. Là, on est face à un objet qui est en train d'accélérer, parce qu'il va vers la droite, et qu'il parcourt une distance de plus en plus grande pendant le même temps. Et donc du coup, s'il va de plus en plus vite, il faut, je rappelle, hein, pour qu'un objet accélère, ce que j'ai dit dans l'exercice d'avant, il faut que le vecteur variation de vitesse soit dans le même sens que le vecteur vitesse. Et donc du coup ici, on a le vecteur vitesse qui est plus ou moins représenté par le vecteur gris qui est là. On a le vecteur variation de vitesse qui est représenté par le vecteur noir. Si l'objet accélère, il faut que les deux soient dans le même sens, autrement dit, c'est la proposition A qui est la bonne. Dans la proposition B, le vecteur variation de vitesse va dans le sens opposé que le vecteur vitesse, et donc du coup, dans ce cas-là, l'objet serait en train de décélérer, d'aller de moins en moins vite, et donc du coup, ce ne serait pas cohérent avec la trajectoire qui est représentée par les points. Le cas 2, c'est exactement la même chose.
Dans le cas 2, vous voyez, enfin c'est exactement la même chose. Vous voyez que là, l'objet il va de haut en bas. Au début, l'objet parcourt une très grande distance pendant un intervalle de temps d'1 seconde par exemple. La seconde après, il a parcouru une distance plus faible. La seconde après, une distance encore plus faible. Donc au fur et à mesure du temps, il parcourt des distances de moins en moins élevées. Qu'est-ce que ça veut dire? Si au fur et à mesure du temps, vous parcourez des distances de moins en moins grandes, ça veut dire que vous allez juste de moins en moins vite. Et si vous allez de moins en moins vite, que vous décélérez, il faut que votre vecteur variation de vitesse soit dans le sens opposé de votre vitesse. Et donc du coup, dans ce cas-là, on a affaire à la proposition B. Dans ce cas-là, l'objet décélère. Le vecteur variation de vitesse est dans le sens contraire du vecteur vitesse. Et enfin, dernier cas, dans ce cas-là, en fait, il faut se référer plus ou moins à l'activité qu'on a vue sur la Lune. On a un objet qui est en mouvement circulaire, et on se rappelle que lorsque l'objet est en mouvement circulaire, on l'a vu dans le cas de la Lune, je vous invite à vous référer à cette activité-là, on a vu que le vecteur variation de vitesse, il était dirigé vers le centre du cercle. Donc c'est bien la proposition B qu'il fallait considérer. Ok ? Ça, c'était les premiers exercices. Maintenant, on va s'intéresser à l'exercice 19, le swing de golf. Donc j'ai remis la même image ici. Vous avez ce qu'on appelle une chronophotographie. On a représenté la position de la balle et du club de golf à intervalles de temps réguliers. Ok ? Donc ça, c'est la balle à 0 secondes, par exemple. Ça, c'est la balle après un certain temps t. Ça, c'est la balle après, on en a encore attendu un petit peu. Ça, c'est la balle, on a encore attendu un peu après. C'est ça ce qu'on appelle une chronophotographie. Ça veut dire que l'intervalle de temps entre chaque position est toujours la même, exactement comme ce qu'on vient de voir dans l'exercice avec les petites trajectoires là. Donc on nous dit, au golf, le swing est le mouvement effectué pour déplacer la balle jusqu'à la distance souhaitée. La chronophotographie ci-dessous a été réalisée avec une balle de 46 grammes, un club de 120 cm, donc le club c'est le manche, c'est ce qui permet de taper dans la balle, et un réglage de 100 images par seconde. Dans cette étude, on assimile la balle à un point matériel B. Donc le point B là, c'est la balle à différents instants. Lorsque la balle se situe à la position B0, quelle force s'exerce sur elle? Les représenter sur un schéma avec une échelle appropriée. Donc, on va faire ce schéma. Lorsque la balle est en position B0, vous voyez, position B0, c'est tout au début là, elle est encore sur le sol. Les trois forces qui s'exercent sur la balle, donc sur elle, sont le poids, d'accord, la balle elle a un certain poids, la réaction du support qui l'empêche de tomber dans le sol, et puis l'action du club de golf, d'accord, le club de golf tape la balle à ce moment-là. Donc du coup on a la balle posée sur le sol, on a le club de golf qui va taper sur la balle, on représente bien sûr le centre de la balle, on a le poids P dirigé vers le bas, on a la réaction R dirigée vers le haut. Alors ici, attention, on vous dit avec une échelle appropriée, donc ici quand on parle d'échelle, en fait, on ne vous demande pas dans ce cas-là de représenter parfaitement les vecteurs. Ici, ce qu'il faut faire, c'est simplement que le poids P et le vecteur R aient bien la même taille. Il faut bien qu'ils aient la même taille pour respecter l'échelle. Okay, pourquoi est-ce qu'ils doivent avoir la même taille? C'est parce qu'ils se compensent l'un l'autre. Si jamais il y en a un qui était plus grand que l'autre, ça voudrait dire par exemple si le poids P était plus grand que la résultante R, la balle s'enfoncerait doucement dans le sol, et si la résultante R serait plus grande que le poids P, la balle monterait. Alors pour que la balle ni ne descende ni ne monte, il faut que la résultante au moins verticale soit nulle. C'est pour ça que R et P ont la même norme, mais des sens opposés. Et enfin la dernière force, c'est la force F exercée par le club de golf et qui fait partir la balle vers la droite dans ce cas. Ok ? Donc ça, c'était la première question. Question 2, quelle force permet la mise en mouvement de la balle entre B0 et B1? Comment la balle fait pour passer de B0 à B1? Et bien la force qui entre en jeu, c'est la force F exercée par le club. C'est le club en tapant sur la balle qui l'a mise en mouvement. Et enfin, question 3, la plus difficile, j'ai envie de dire. Calculer la valeur de la vitesse au point B1. Donc ici, là, il va falloir calculer la valeur de la vitesse. Sachant qu'il n'y a aucune échelle qui est donnée nulle part, il va falloir réfléchir. Alors comment est-ce qu'on va faire? On rappelle que pour calculer la vitesse en point B1, il faut appliquer la formule qu'on a vue dans l'activité précédente. Autrement dit, V1, c'est B0, B2 divisé par T2 moins T0. B0, B2, je rappelle, c'est le point avant là où on veut calculer la vitesse, et ça c'est le point après là où on veut calculer la vitesse. Okay, donc si on veut calculer la vitesse en B1, il faut prendre le point B0 et le point B2 et mesurer la distance entre les deux. Et ensuite T2 moins T0, c'est quoi? C'est l'écart de temps entre B2 et B0. Combien de temps s'est écoulé entre B2 et B0?
Ok. Donc il va falloir mesurer la distance B0, B2 et l'intervalle de temps écoulé entre les positions B0 et B2. Commençons d'abord par mesurer la distance B0, B2. On nous apprend dans l'énoncé que le club fait 120 cm, c'est écrit dans l'énoncé. Alors ce qu'on peut faire, c'est, on sait que le club fait 20 cm, et bien mesurons la taille du club sur l'image. Donc moi je l'ai fait, j'ai mesuré la taille du club sur l'image, et j'ai trouvé 5,6 cm. Alors ça, c'est une valeur que vous avez peut-être pas forcément la même. Vous avez peut-être trouvé 3 cm ou même plus 7 cm, ça dépend de comment vous avez imprimé votre image. Mais ça ne change rien. Okay, vous n'avez pas les mêmes valeurs de centimètres sur votre feuille, mais vous allez voir que la méthode et les résultats, au final, ne seront les mêmes que chez vous. À quelques incertitudes près, mais ça devrait être, les résultats ils devraient être très proches. Donc on a 5,6 cm pour le club. Ensuite, j'ai mesuré la distance entre B0 et B2, et j'ai trouvé sur ma feuille 4,6 cm. Et donc du coup, plus qu'à faire un petit produit en croix, taille sur le schéma, taille réelle, ça va être nos deux colonnes. On sait que le club qui fait 120 cm dans la taille réelle, il mesure 5,6 cm sur le schéma. Je sais que la distance B0, B2, c'est 4,6 cm, donc je le mets dans taille sur le schéma. Produit en croix, 4,6 fois 120 divisé par 5,6, et je trouve 98,6 cm. Donc l'écart de distance entre B0 et B2, chez moi, c'est 98,6 cm, et normalement, vous avez dû trouver une valeur proche de celle-ci, de l'ordre de 100 cm environ. Ok ? Même si vous n'avez pas les mêmes valeurs dans la colonne taille sur le schéma, ça ne devrait pas changer le résultat final, ou en tout cas très peu. Donc j'ai trouvé B0, B2 égale 98,6 cm. On a déjà trouvé le numérateur de notre fraction. Intéressons-nous maintenant au dénominateur. Calculons maintenant l'écart de temps entre ces deux positions, autrement dit T2 moins T0. On va calculer ça. L'énoncé nous apprend que la chronophotographie est réalisée à 100 images par seconde. Autrement dit, en une seconde, 100 positions de la balle sont capturées. C'est ça que ça veut dire. Chaque position de balle représente en fait une image qui a été capturée. Si on est à 100 images par seconde, ça veut dire qu'on a fait 100 captures par seconde. Ok ? Ensuite, entre B0 et B2, donc entre B0 et B2, on a eu deux images. On a eu une image pour passer de B0 à B1 et une autre pour passer de B1 à B2, donc on a bien deux images. On peut alors calculer nombre d'images, donc déjà on va faire un produit en croix, on sait que pendant une seconde, 100 images sont capturées, ok ? C'est ça la définition de 100 images par seconde, c'est que pendant une seconde, 100 images sont capturées. On sait qu'on a un écart de 2 images entre B0 et B2, donc du coup, produit en croix, et on trouve 0,02 secondes. Ça fois ça divisé par ça, ça donne 0,02 secondes. Donc pour passer de B0 à B2, la balle l'a fait en 0,02 secondes. Donc on a donc T2 moins T0 égale 0,02. On calcule alors, on applique la formule de la page d'avant, donc c'est B2, on va regarder, B0 B2 sur T2 moins T0. B0 B2 c'est 98,6 cm, que je convertis en mètres, donc ça va donner 0,99 mètres, si je fais un arrondi. Et T2 moins T0, on a vu que c'était 0,02. Donc je remplace. V1 égale 0,99 divisé par 0,02 égale 49,5 mètres par seconde. Ok ? Donc voilà, ça conclut les exercices. Il y avait pas mal de petites réflexions à faire. J'espère que vous avez réussi à suivre. S'il y a jamais des choses qui ne sont pas claires, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à me poser des questions. Avant la fin de la semaine, je vous donnerai du coup l'activité suivante à faire pour la semaine prochaine.